Benoît Saint-Denis doit-il aller s'entraîner aux États-Unis avec Renato Moicano? Michael Chandler dévoile son plan suite à l'annulation de son combat face à Conor McGregor, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Michael Chandler, lui, est convaincu qu'une victoire sur Charles Oliveira en co-main event de l'UFC New York lui offrira plusieurs options, à commencer par la plus grosse d'entre elles, sa chance à la ceinture face au champion Islam Makhachev, assurant qu'il affronte le Brésilien dans un combat de contender, qui d'ailleurs, je le rappelle au passage, aura lieu en 5 reprises, mais il se verrait bien aussi s'emparer de la BMF en battant Max Holloway, et n'oublie pas Conor McGregor en expliquant que Conor n'est pas son prochain adversaire, mais que lui, par contre, est bien le prochain adversaire de l'Irlandais. Il a aussi dit qu'affronter Oliveira le motivait plus que l'Irlandais, puisqu'il s'agit d'une revanche et qu'il compte bien prouver qu'il est capable de battre l'ancien champion. Enfin, il nous a appris que c'était lui qui avait décidé de recombattre et d'arrêter d'attendre Conor, même s'il espère toujours pouvoir le croiser dans la cage et jouir bien sûr de tout ce que ce combat pourrait lui apporter, comme par exemple l'argent et la notoriété. Volkanovski a eu confirmation de l'UFC que son prochain combat serait pour la ceinture des poids plumes face au vainqueur de Topuria Holloway. Il a d'ailleurs confié qu'il préférerait que Topuria s'impose pour obtenir sa revanche, mais pense que c'est plutôt l'Hawaïen qui devrait repartir avec la ceinture. Il a expliqué qu'un combat sans ceinture en jeu ne l'intéressait pas, sauf si l'adversaire était Conor McGregor, et puis il a aussi dit comprendre le call de Diego Lopez, qui a demandé à l'affronter, je le rappelle, mais assure ne pas être intéressé pour l'instant. Le nouveau venu à l'UFC et ancien double champion du ONE FC, Reinier de Ridder, a déclaré qu'il avait toujours eu l'UFC dans un coin de la tête, mais qu'il voulait avancer étape par étape. Il nous a aussi appris que sa relation avec le ONE a été très bonne pendant de longues années, mais que les choses se sont un peu gâtées à la fin. Il a aussi laissé entendre qu'il y aurait des poursuites judiciaires en cours, sans en dire plus. Voilà, franchement, dernièrement, on peut dire que l'image du ONE, elle en prend un coup. Pendant des années, ils ont laissé paraître, voilà, l'impression d'une organisation très lisse qui prenait soin de ses combattants, etc. Et puis depuis quelques mois, on a de plus en plus de témoignages de combattants qui vont dans l'autre sens, que ça concerne les pesées, les personnes présentes dans les coins, etc., les pressions pour accepter certains combats, ça devient compliqué pour le ONE. Et puis comme il le dit, nous les combattants, on sait qu'on peut gagner parfois 2 fois plus d'argent dans d'autres organisations, et pourtant le but reste toujours de rejoindre l'UFC. Lui personnellement, il a 34 ans, donc forcément, il sait que le temps est compté, et en plus d'avoir maintenant l'occasion d'affronter des gros noms, d'ailleurs il a fait savoir qu'il voulait affronter l'élite de la catégorie le plus vite possible, il espère aussi se voir offrir l'activité qu'il a toujours voulu. Et puis petite anecdote, il a combattu au début de sa carrière professionnelle en Afrique du Sud, dans l'organisation de laquelle DDP était champion. Forcément il voulait l'affronter, mais le combat ne s'est jamais fait parce que le champion actuel de l'UFC a rapidement rejoint le KSW. Concernant son futur adversaire, Gerald Meerschaert, avec qui il s'est déjà entraîné d'ailleurs, il est très heureux d'être confronté à un combattant avec un aussi gros palmarès, mais assure que son game plan restera le même, c'est-à-dire y aller à fond, chercher le takedown et ensuite aller chercher l'étranglement. Il a aussi confié qu'il avait dans l'idée de faire son camp à Stanford MMA, mais forcément quand il a su que son premier combat à l'UFC allait être contre Meerschaert, il a vite compris que ce ne serait pas possible, puisque ce dernier est un pensionnaire régulier de cette salle. Et puis au passage, là-bas, il a aussi eu l'occasion de tourner avec DDP justement, et à la surprise générale, il trouve qu'il a un style très particulier. Voilà, forcément, je plaisante. Et puis vous l'avez compris, il combattra maintenant en poids moyen à 84 kg. Il dit être à 95 kg dans la vie de tous les jours, mais est confiant qu'avec une bonne diète et un cutting, le poids ne devrait pas être un problème. Il ne ferme pas non plus la porte à une montée en moins de 93 kg dans quelques temps, pourquoi pas. Sean Strickland, qui comme vous le savez a rejoint le camp d'Alex Pereira en vue de sa défense de titre face à Rountree, était en pleine forme au micro de The Schmo, pardon. Alors tout d'abord, il a allumé le contender à la ceinture en expliquant qu'en effet, il n'allait pas envoyer de takedown sur Pereira, mais pas parce que c'est un choix, plutôt parce qu'il a 0 lutte. Et puis il a raconté 2 anecdotes très particulières. Je commence avec la première. Un jour, Khalil Rountree se serait approché d'une femme que Strickland décrit comme une femme qui serait du niveau du PFL et qui aurait loupé plusieurs fois le poids. Donc faut comprendre, une femme de seconde zone en surpoids. Khalil se serait approché d'elle et il aurait commencé à lui mettre les mains dessus en lui disant « Ouais, attends, je vais te montrer un truc ». Alors je sais pas si c'était dans une salle de sport, si c'était en extérieur, mais apparemment il aurait dit ça en plaisantant, genre je vais te montrer quelque chose. Et la femme, elle aussi en plaisantant, aurait dit « Au secours, on m'agresse », quelque chose du genre. Et ce à quoi Rountree aurait répondu « Attends, moi je suis un noir américain, tu peux pas me dire ça ». Donc forcément, vous connaissez Strickland, il met ses origines en avant, etc. Donc il l'aime pas. Et la deuxième, qui est aussi très drôle, Rountree serait venu s'entraîner avec Strickland pour une session de lutte. Et puis Strickland a voulu motiver tout le monde et faire un peu d'humour en disant « Celui qui tourne avec Rountree, c'est une salope parce qu'il a pas de niveau de lutte ».
Et lui il dit moi j'ai dit ça pour motiver tout le monde, pour faire rire, etc. Sauf que Khalil Rountree aurait baissé la tête et serait sorti des tatamis. Et puis enfin il assure que Rountree est venu le trouver un jour pour lui demander d'arrêter de parler de lui. Il aurait juste répondu ok je vais essayer. Et puis là en plaisantant il dit à The Schmo mais c'est loupé parce que je suis en train de te raconter tout ça. Et puis concernant son futur, il espère affronter Dricus du Plessis, et il le dit pas dans un an si possible, parce que j'ai entendu dire que le champion aimerait bien prendre un petit peu de temps pour lui et se promener un peu, et puis forcément il est convaincu d'avoir gagné leur premier affrontement, et d'après lui tout le monde le sait, y compris le champion. L'ancien BMF Jorge Masvidal nous tease une grosse annonce dans les prochains jours, il parle même de l'annonce de l'année. Il assure que le nom de l'adversaire n'est pas encore arrêté, mais que toutes les options qui lui sont proposées sont immenses. Il parle d'un retour en 2025 et déclare s'entraîner avec Johnny Eblen, qui d'après lui est dans une forme phénoménale et sera un jour champion à l'UFC. Pour info, Eblen il est actuellement champion des poids moyens, mais au PFL. Khabib Nurmagomedov nous apprend qu'Islam Makhachev a accepté un combat pour le mois de janvier. Il ne dit pas contre qui, c'est l'UFC qui va très prochainement le dévoiler. Mais en tout cas, les choses vont bouger dans le top de la catégorie et on va pas s'en plaindre. Bilal Mohamed pense que son prochain adversaire sera soit Shavkat Rakhmonov, soit Kamaru Usman. Je suis un peu surpris par ça. Forcément, il préférait affronter Shavkat Rakhmonov, qui d'après lui a plus d'aura, mais qui aussi est invaincu. Et du coup, en cas de victoire, il le dit, plus personne ne pourra critiquer. C'est pas faux. Kamaru Usman, je comprends pas trop. 3 défaites de suite, ça reste un gros nom de la catégorie, mais je pense qu'il est à au moins 2 victoires d'avoir de nouveau sa chance pour le titre. Diego Lopez est le backup fighter, c'est officiel, c'est lui qui l'a annoncé sur les réseaux, du combat entre Ilia Topuria contre Max Holloway. Ça serait un retour très rapide, il a combattu à la Sphère ce mois-ci. Le combat de championnat, ce sera le mois prochain, au mois d'octobre, on y est quasiment. Mais écoutez, il le voulait et tant mieux pour lui. Alex Pereira, on en parlera plusieurs fois dans le journal, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Sean Strickland. Il a fait une déclaration sur Ankalaev en disant c'est pas de ma faute s'il a un style de combat qui est chiant et que personne ne veut le pousser vers le titre. Moi je n'ai pas peur de l'affronter, lui veut m'affronter donc on se croisera sûrement un jour et tout le monde parle de mon niveau au sol, ce jour-là vous aurez des réponses. Écoutez, j'en parle depuis un moment, personnellement je n'attends que ça. Et puis puisque je suis sur lui, je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux pour sa défense de titre contre Rountree qui aura lieu à Salt Lake City. Je sais pas si c'est une vraie image ou une fausse image, j'ai du mal à voir. Si c'est vrai, ça n'en est que plus beau. Et si c'est faux, j'ai trouvé ça sympa. Donc je vous montre, ce serait les rues de Salt Lake City en ce moment pour la promotion de leur combat. Et puis ça, je vous le dis avant de passer à la suite et avant d'oublier, Renato Moicano a déclaré qu'il s'était blessé à l'épaule 3 semaines avant son combat contre Benoît Saint-Denis, mais qu'il n'a pas du tout voulu annuler. C'était un main event, c'était sa chance, donc il a continué. On en reparlera tout à l'heure dans le détail de l'UFC Paris, mais j'avais peur d'oublier, donc je vous le dis tout de suite. Bon allez, un petit peu d'humour maintenant avec Kevin Lee qui dit que ce serait une honte si un jour il n'affrontait pas Islam Makhachev. Il pense pouvoir lui poser de gros problèmes. Bon, chacun en pensera ce qu'il veut, moi j'ai vu ça, ça m'a fait légèrement sourire. On a Alex Pereira qui nous apprend que lorsqu'il a affronté Jan Blachowicz, il était blessé au genou. Il s'est blessé pendant son camp d'entraînement, une blessure assez sérieuse, puisque pendant ses entraînements, il devait s'arrêter et remettre sa rotule en place. Plutôt flippant. Donc il a affronté Blachowicz. Ensuite, il devait se faire opérer au mois de décembre 2023. Sauf qu'il est tombé le short notice contre Jiri Prochazka. Et puis il dit, du coup, j'ai pris le combat, j'ai gagné. Et il le dit, quand je mettais des coups de coude à Prochazka, je sentais que mon genou n'était pas serein. Et c'est pour ça que quand l'arbitre nous a arrêtés, j'ai fait une roulade. C'était pas pour célébrer, c'est parce que j'osais pas prendre appui sur mon genou. Franchement, ça renforce encore l'idée du guerrier que peut être Pereira. Ensuite, on a un journaliste sportif, Andreas Hale. Alors, journaliste, je sais pas, mais c'est quelqu'un sur Twitter qui publie beaucoup et qui dit, écoutez les gars, j'ai une idée, un tournoi sur un soir pour la ceinture du BMF. Max Holloway contre Dan Hooker et Dustin Poirier contre Justin Gaethje. Et puis les vainqueurs s'affrontent en main event. Alors moi, je suis à fond là-dessus, vous le savez, j'aimerais tellement voir des tournois à l'UFC, mais je suis quasiment sûr que ça n'arrivera jamais. Et puis sinon, Dustin Poirier a tout de suite répondu « I'm in », donc je suis chaud, j'en suis. Si ça pouvait arriver, ce serait une soirée de dingue, mais je vous le dis franchement, j'y crois pas du tout. Et puis on a Evloev et Sterling, le combat est rebooké pour le 7 décembre. Ça va venir assez vite, j'espère que Sterling aura le temps de se remettre et que Evloev n'aura pas trop eu son camp d'entraînement cassé, qu'on va avoir les deux au top de leur forme et que ça va nous donner un super combat. Et maintenant, c'est le moment d'attaquer le gros dossier du jour avec l'UFC Paris. Bon, vous commencez à connaître, on va y aller avec la carte principale et on commence avec Ziam contre Frevola. Je pense qu'on peut parler du meilleur combat de Ziam à l'UFC. Maintenant, il a un highlight pour se vendre, magnifique coup de genou, il n'y a rien à dire. Il a montré qu'il n'abandonnait pas au premier round, ça a été un peu compliqué quand il s'est retrouvé au sol, mais il a vite retourné la chose. Debout, il a su gérer la distance, il a mis la pression.
Et puis Frévola en face, je pense que c'est trop limité. T'as l'impression qu'il cherche que le coup dur. Et puis malheureusement, c'est un style qui a ses limites. Morgan Charrière, lui, une terrible erreur de son adversaire. Il a capitalisé là-dessus. Félicitations à lui. Pas grand chose de plus à dire. C'est le scénario parfait pour se remettre en piste suite à ce qui s'était passé il y a quelques mois. Kevin Jousset, lui, bah écoutez, au jeu du à toi à moi, il y a toujours un risque. Malheureusement, la pièce est tombée du mauvais côté. Je dis pas que c'est que de la chance de la part de Brian Battle, je pense qu'il a senti qu'il était meilleur dans la poche. Jousset envoyait un coup, lui en envoyait deux, après Jousset envoyait un coup, lui en envoyait trois, et puis Jousset s'est écroulé sous les coups comme ça. Bon, il a pas peur des coups le français, il a quelques bons mouvements de tête, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. Peut-être un petit manque de stratégie aussi, je ne sais pas. Ensuite on avait Gomis, toujours pas de finish. Toujours très serré, mais toujours une victoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas le plus flashy, mais il a montré qu'il était bon dans tous les domaines. Et puis surtout, chose quand même rassurante, on a l'impression qu'il monte son niveau au fur et à mesure que le niveau d'adversité augmente. Et c'est ce qu'il faut pour percer à l'UFC. Je pense que sa route jusqu'au titre, même s'il continue à gagner, elle sera longue, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est dans le cœur du public. Mais une victoire est une victoire. On l'attendait au tournant là-dessus. L'adversaire était un bon test. Tout le monde pensait que l'adversaire allait le battre, surtout à l'étranger. Il l'a battu, c'était serré, mais félicitations à lui. Ensuite, le co-main event, Imavov, félicitations. Il s'est fait surprendre, c'est vrai, au premier round, il l'a passé sur le dos. Par contre, il est très bien revenu ensuite, les sprawls étaient magnifiques. Allen n'avait plus de solution. Au deuxième round, il était complètement perdu, presque résigné. Je me suis dit, attention, il suffit que Imavov lui prenne la nuque. Peut-être qu'il va presque même lui abandonner, donner la nuque pour que le combat s'arrête, mais non, il est revenu, je mets ça à son crédit, dans le troisième round, il est retourné à l'assaut, alors takedown sur takedown, c'était pas très varié, mais en tout cas, il a essayé, mais je pense que Imavov était tout simplement plus fort, c'est un sacré message qu'il envoie au reste de la catégorie, il aura dominé Canonnier debout, dominé Allen quasiment intégralement au sol, c'est pas donné à tout le monde, félicitations à lui. L'ascension continue et il arrive dans des conversations très très intéressantes. D'ailleurs, en conférence de presse, il a dit que Strickland était presque plus excitant que la ceinture. On lui a aussi fait remarquer que dans le gratin de la catégorie, devant lui, tout le monde était booké, sauf Israël Adesanya. Il dit, bah moi forcément, prendre Adesanya, ça me va, j'en ai déjà parlé. J'ai l'impression que ça plaît à mes fans. Forcément, si t'es fan d'Imavov, tu veux le voir affronter Adesanya, le style dans la cage, au niveau du style, comment ça match, ce serait magnifique. Et puis il a aussi dit être très heureux d'avoir dominé au sol Allen. Il a montré qu'il était une très bonne ceinture marron de JJB. Et puis il serait même d'accord pour prendre le short notice contre Whittaker si Chimaev se blessait. Et il dit par contre si c'est Whittaker qui se blesse, je veux pas affronter Chimaev parce qu'on s'est déjà entraîné ensemble. Et au niveau du respect, ce serait pas génial. Je mets ça à son crédit, c'est une preuve de fidélité et d'amitié. J'espère qu'un jour ça lui coûtera pas le titre, mais en tout cas félicitations à lui, c'était une super performance, on avait pu douter. Dans la cage, Allen il avait l'air massif par rapport à lui. Au premier round quand il était sur lui, je me suis dit ouais il a un morceau. En plus Allen mettait l'avant-bras sur la gorge, il pesait tout son poids, ça aurait pu lui vider la jauge. Finalement non, il est revenu, franchement bien joué Imavov. Et puis le main event, malheureusement Benoît Saint-Denis qui s'incline. Écoutez, je vais mettre ça au crédit de Renato Moicano, parce que comment Benoît Saint-Denis se retrouve au sol dans le premier round sur un middle qu'il envoie non masqué par les poings, un middle à la volée comme il a l'habitude de le faire, parfois il en enchaîne 2, 3, c'est quelque chose, surtout en kickboxing, qu'on dit de pas faire. Lui il le fait, Moicano le saisit, l'amène au sol, la suite on la connaît. Je pense que Moicano avait étudié ça, BSD le fait souvent. Félicitations à lui. Au deuxième round, on a l'impression que Saint-Denis n'a pas tout donné. Il était clairement gêné par l'œil et puis sans doute il avait peur du takedown aussi. Est-ce qu'il a gagné ce round? Est-ce qu'il l'a perdu? Je sais pas. Mais en tout cas, avec ce qu'il avait pris au premier round, il était défiguré. Il y avait forcément ce risque de se faire arrêter par l'arbitre. Bravo à Renato Moicano, en conférence de presse, il est revenu sur le combat, mais il a commencé par dire qu'il voulait affronter Paddy Pimblett, que c'était de l'argent facile, et s'il pouvait l'affronter dans une saison de l'Ultimate Fighter et être coach du TUF, on lui a dit ah ouais pourquoi ça? Il a dit bah le TUF c'est pour l'exposition, moi je me fais vieux, je veux faire le maximum d'argent, si je tourne le TUF et que je bats Paddy Pimblett à la fin, je vais me rapprocher de la ceinture et faire de l'argent, ça compte beaucoup. Pimblett a déjà dit qu'il était ok pour l'affronter, il a dit sinon je voudrais bien affronter aussi Hooker, c'est de l'argent facile. Écoutez, on verra, et il estime que lui-même n'a jamais été un combat facile, il dit j'ai jamais été de la easy money, de l'argent facile, sauf contre le Korean Zombie où j'étais complètement à côté de mes pompes. Et puis concernant le combat du soir, le plan était de commencer fort, parce que BSD commence toujours fort. Renato Moicano l'a dit, avant moi j'étais un diesel, j'avais du mal à démarrer et ça m'a coûté cher, donc j'ai appris de ça, ça ne se reproduira pas. On lui a aussi demandé s'il était prêt à affronter Conor McGregor. Il dit écoute moi j'ai un respect énorme pour Conor. Conor il pourrait perdre 200 fois de suite, ce sera toujours Conor McGregor. Il a révolutionné le game, il a fait de l'argent et je respecte énormément ça.
Et puis concernant Benoît Saint-Denis, il le dit, c'est un très bon combattant, mais sa force, c'est aussi sa faiblesse. C'est sa grosse pression, ça lui coûte du cardio, il s'expose, il donne tout à 100%. S'il te touche, tu vas tomber, tu vas prendre un KO, mais sinon, il s'expose au contre, il s'expose à beaucoup de choses, donc il faut qu'il apprenne à contrôler ça. Il le dit, moi, je savais qu'une fois que j'allais l'amener au sol, il allait tout donner pour se relever, il allait se vider la jauge, donc j'ai juste cherché à prendre des contrôles, à le laisser s'épuiser, et à jouer sur ses erreurs. Bon, bah, Moïcano au sol, c'est l'élite, hein, il est très très bon, donc forcément, il savait ce qu'il faisait, et puis il conseille à Benoît Saint-Denis de sortir de sa zone de confort, et de venir s'entraîner avec lui aux États-Unis, et il garantit qu'il deviendra un meilleur combattant. Et il ajoute, Benoît Saint-Denis, il a pris Dustin Poirier et moi à la suite, mais nous, on est aujourd'hui à un autre niveau, on a de l'expérience, et la marche était peut-être un peu haute pour lui. Vous en penserez ce que vous voulez, mais est-ce que c'est le moment pour Benoît Saint-Denis de changer de camp? Je sais pas, va forcément y avoir des doutes dans la tête de BSD, changement d'entraîneur, on l'avait dit, etc. Est-ce qu'il faut pas changer la stratégie? Je ne sais pas, mais dans la tête, ça doit être dur pour Benoît Saint-Denis, mais bon, écoutez, on va continuer à le soutenir, on espère qu'il va se remettre. Et puis pour Renato Moicano, l'histoire continue, je misais pas sur lui, je vais pas faire l'hypocrite, je le vois pas prendre la ceinture, mais en tout cas, il sait se vendre. Son speech dans la cage après le combat, bon, je veux pas revenir dessus, mais le traducteur n'a pas tout traduit, je vous le dis. Je pense qu'il s'est fait des fans en France en tout cas. Et puis c'est sa marque de fabrique de parler politique, économie. On aime beaucoup Renato Moicano. Et puis écoutez, c'était tout pour cette UFC Paris qui a quand même été, je trouve, un bien bel événement. Et on continue avec la suite qui est la Minute Auditeur. Et la Minute Auditeur, aujourd'hui, on la commence avec Raza de Ghoul qui me dit à l'UFC Paris, il y a plusieurs tests chez les combattants, mais peut-être aussi pour le public qui va probablement vivre ça ou ses premières défaites d'envergure à Bercy. Zara Fair n'a perdu, mais c'est pas la française qui déchaîne le plus les passions. Être le meilleur public du monde, c'est facile dans la victoire, il va falloir confirmer ça samedi. Quand on sait de quoi le public français est capable sur les réseaux, on verra ce que ça donne sur place, force aux Français. Bon bah écoute, on l'a vu, il y a eu du test, il y a eu de la surprise, je vous sais, moi je le voyais un petit peu gagner, j'étais pas rassuré pour Gomis, etc. Le public, je trouve, a été au rendez-vous, Moicano s'est même fait applaudir à la fin, bon je pense que ce qu'il a dit a beaucoup aidé, pardon. Mais en tout cas, voilà, le sport grandit en France et ça fait plaisir. J'ai Lassen Walid qui dit « Quand je regarde des avis américains, je remarque qu'ils sont beaucoup plus sereins pour la victoire de Imavov que nous. » Donc tu me disais ça avant l'événement, forcément. Bah, écoute, les Américains avaient raison. Moi, j'avais dit ça va être un combat dur, je savais pas ce que ça allait donner, forcément. Mais qui aurait vu Imavov autant dominer Allen? Franchement... chapeau à lui, encore une fois. Et là, on va enchaîner avec deux théories. La première de Chacha Delacroix qui me dit « Gane se retrouve sans adversaire, blessure de Volkov. DC a tweeté que Jones et Stipe ne voulaient pas prendre Aspinall en cas de blessure de l'un ou de l'autre. Conclusion, est-ce qu'en cas de blessure de l'un des deux vétérans, on peut espérer un Aspinall contre Gane pour la ceinture ?» J'avais pas pensé à ça, ce serait un scénario de dingue, je dis pas que c'est impossible, mais il y a un petit pourcentage de chances que ça arrive, je serais super content que ça arrive en tout cas, puis imagine que ce soit Pereira qui soit pris, ce serait encore plus drôle, enfin non, en tant que Français ce serait pas plus drôle, mais pour l'histoire ça me ferait sourire de dire Pereira c'est l'homme, c'est le super héros de l'UFC, et juste derrière j'ai Ced MTL Rules qui me dit Jones a une idée derrière la tête en appelant Skarbowski, je pense qu'il veut Powhatan pour finir sa carrière sur un gros coup et un gros chèque, ils viennent de la même catégorie au final et du coup il évite Aspinall. C'est vrai que je pense que pour Jones, prendre Pereira est moins risqué que prendre Aspinall, mais imagine, il prend Pereira, Pereira lui met un crochet, il l'allonge, Pereira il explose, sa notoriété exploserait, et puis ça ferait partie de l'histoire maintenant, donc parfois, faire des choix, faire des calculs, c'est pas toujours ce qu'il faut. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, pensez à liker, vous abonner, j'espère que vous aimez bien. Vous avez vu, j'essaie d'être allé 2-3 vidéos la semaine, je fais comme je peux. J'ai sorti un short aussi, j'aime beaucoup faire des shorts, ça prend moins de temps, je peux mettre plus de détails. Donc ça fait très plaisir, merci de me suivre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.